Bonjour à toutes et à tous. Pierre m'a demandé d'être avec lui parce que d'abord, il ne supporte pas d'être tout seul à la tribune, donc c'est presque un cas d'assistance psychologique solidaire. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un collectif Roosevelt, même si évidemment Pierre, ses propositions, ses idées jouent un rôle central. Le fait qu'il y ait un collectif et un collectif large, pluriel, Michel Rocard, Suzanne Georges, Edgar Morin, Stéphane Hessel, et toute la liste que vous avez montre qu'il y a là un processus qui est beaucoup plus large que les dynamiques justement partidaires classiques. Et puis, c'est un collectif qui de plus en plus s'est démultiplié à travers des groupes locaux qui se sont constitués. Et justement, l'idée de cette séance de formation et d'auto-formation, c'est de dire plus il y aura une nécessité d'intervention et d'intervention territoriale, moins le collectif national sera en capacité de répondre à toutes les demandes, et plus nous avons intérêt à nous auto-organiser pour développer les propositions, les analyses du collectif. Et donc cette séance, c'est vraiment une séance d'auto-formation où à partir des matériaux sur lesquels Pierre va revenir principalement dans la suite de la matinée, les uns et les autres, en vous les appropriant, en y ajoutant des éléments qui peuvent être spécifiques aux terrains locaux, vous pouvez vous-même les développer. Et c'est important parce que tout laisse à penser que ce collectif va être amené à durer. Pour deux raisons fondamentales, c'est que les propositions qui étaient faites par ce collectif et qui visaient à ce qu'une victoire de la gauche s'attaque à la radicalité du problème, et notamment au fait que depuis maintenant une quarantaine d'années, on n'a pas attaqué la question fondamentale qui était l'émergence d'une forme dite néolibérale, mais qu'on peut appeler plus brutalement d'ultracapitalisme, notamment sous sa forme financière, et que tous les processus, à commencer par celui de l'endettement global, puis de l'endettement public, sont directement liés à ce phénomène. Et tant qu'on continue à vouloir simplement rassurer les marchés financiers, alors même qu'à l'instar de Roosevelt, il faut au contraire non seulement les réguler et les dompter, j'ajoute même il faut les soigner. Parce que vous savez, le Wall Street Journal, un jour dans un éclair de lucidité, avait écrit typiquement « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique ». C'est exactement la définition de la psychose maniaco-dépressive. Et quand une personne est atteinte de psychose maniaco-dépressive, une des caractéristiques, c'est la perte de contact avec le réel, y compris le réel économique, et c'est la raison pour laquelle on propose des mesures de curatelle ou de tutelle. Normalement, aujourd'hui, les marchés financiers devraient être considérés comme un problème sanitaire mondial traité par l'Organisation mondiale de la santé. Je ferme la parenthèse, mais ça veut dire qu'on est loin du compte que par rapport à un certain nombre de propositions que nous avions formulées à l'égard de ce gouvernement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est entre deux eaux. Il y a un certain nombre de choses qui ont été soit faites un petit peu, soit annoncées un peu plus, et il n'y a pas de raison de bouder les éléments de satisfaction qu'il peut y avoir par rapport à l'ancienne majorité, mais on est très loin du compte par rapport à l'ampleur même du problème, et tant qu'on ne s'attaque pas au cœur de ces problèmes, ben ça veut dire que les effets de seringue vont s'accroître avec tous les effets induits qui sont liés notamment au fameux programme d'austérité. Je voudrais juste vous montrer à travers trois petites diapos qui sont repris des éléments de travaux sur lesquels j'avais été amené quand j'avais travaillé sur la richesse, montrer quelques éléments. C'est très important de repérer à la fois la dette financière elle-même, la dette sociale et la dette écologique. Et ça, c'est trois diapos, trois autres regards sur la situation
qui montre à quel point ces trois dettes sont interreliées. Ça, c'est ce que, par exemple, un indicateur tel que l'empreinte écologique nous dit sur le problème de la dette écologique. C'est-à-dire que si nous continuons dans cette direction, les modes de vie, de croissance, de consommation, de production, qui sont ceux d'Amérique du Nord ou de l'Europe de l'Ouest, sont insoutenables au niveau de l'ensemble de la planète. Ça, c'est ce qui nous permet de voir le problème du creusement de la fracture sociale. Ça permet notamment, à travers un indicateur, qui est l'indicateur de santé sociale, de voir le décalage entre la progression du fameux produit intérieur brut et le fait qu'il peut y avoir une progression du PIB et une stagnation, voire une baisse de la santé sociale d'un pays. Là, c'est un graphique particulièrement spectaculaire qui le montre, ce gap aux États-Unis, et vous voyez que c'est à partir des années 80, donc l'élection de Ronald Reagan, que ça joue un rôle particulièrement déterminant. Et puis le troisième découplage, la troisième grande fracture, elle est bien exprimée par ce graphique-là, que l'on doit à un des anciens responsables d'une banque centrale, la Banque centrale de Belgique, Bernard Lietaer, qui n'a cessé de dire, comme Pierre et un certain nombre d'autres économistes, qu'on allait tout droit vers la catastrophe, notamment la catastrophe financière, et qui, dans un de ses nombreux cris d'alerte, ça date de 2007, avait mis en évidence que sur les 3200 milliards de dollars, qui à l'époque s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers, la part de ces 3200 milliards qui correspondait à des biens et des services effectifs, donc l'économie réelle, eh bien ça représentait moins de 3%, 2,7% exactement. Vous voyez, c'est vraiment l'épaisseur du trait vert en bas. Le reste, c'est cette espèce d'immense montagne spéculative qui fait que, y compris si vous injectez, comme le fait la Banque fédérale américaine régulièrement, mais comme apparemment la Banque centrale européenne s'apprête à le faire, si vous injectez des liquidités, mais que vous ne réformez pas la question radicale de l'économie spéculative, ben, au lieu de faire plus de capacité d'emploi, plus de capacité d'activité, ben, vous relancez l'économie spéculative. Donc en disant simplement ces éléments, on voit bien que les questions que pose le collectif Roosevelt sont à la fois les questions à court terme, les questions d'intervention conjoncturelle absolument nécessaires pour changer le cours catastrophique dans lequel l'Europe et plus largement le monde risquent d'être engagés, mais sont aussi les questions structurelles. Par exemple, toute la fin du bouquin de Pierre, celle qui rappelle par exemple cet élément qui est très peu présent dans le débat public, qui est que les progrès de productivité, c'est vrai pour la France, mais à un moindre degré, on le retrouve dans d'autres pays, qui avaient été multipliés par 2 pendant 140 ans, entre 1820 et 1960, mais c'est quand même grâce à cette multiplication par 2 que des réductions sensibles de la durée du travail qui ont finalement conduit aux 40 heures ont été réalisées. Eh bien, normalement, on devrait aller beaucoup plus loin encore, puisque entre 1960 et aujourd'hui, donc là c'est seulement 40 ans, ça a été multiplié par 5. Je disais à Pierre tout à l'heure, si on appliquait le même principe et le même ratio, aujourd'hui, c'est pas des 32 heures dont on devrait parler, c'est même pas des 20 heures, c'est de la semaine de 8 heures. S'il n'y avait pas eu un gigantesque hold-up à la fois financier et de temps de vie par une toute petite minorité de la population mondiale, donc des objectifs qui étaient présentés comme totalement utopiques, du genre travailler 2 heures par jour. Vous savez, il y avait un fameux bouquin dans les années 70 intitulé « Travailler 2 heures par jour ». Et bien, en fait, ce ratio correspondrait à la réalité si on avait continué à peu près sur le même genre de péréquation. Ça veut dire que la formidable énergie disponible en termes de temps de vie, en termes de capacité pour les êtres humains de se poser la question de leur métier au sens de projet de vie, parce que métier, ça veut dire projet de vie et pas simplement job, boulot, emploi, etc., seraient aujourd'hui des opportunités absolument fabuleuses. Donc il y a cette tension dynamique entre la nécessité d'intervenir sur le court terme, les 9 premières mesures du collectif, et puis de se remettre
d'aplomb sur le plan de projets de société qui correspondent à ce que le Forum social mondial de Belém avait appelé la transition vers des sociétés du bien vivre, du buen vivere. Voilà. Donc le chantier est immense. Comme le chantier est immense, il est probable que ce collectif Roosevelt ne va pas s'appeler très longtemps uniquement 2012, que les processus d'auto-formation, que les processus y compris de débat entre nous pour savoir quelles sont les formes d'organisation à la fois les plus souples et les plus démocratiques possibles seront importants. Et cette séance d'auto-formation prend une place inaugurale importante dans cette perspective. Voilà.